merci au SIDAC pour cette invitation à Lisbonne. Je crois que la décroissance m'a amené à faire des conférences depuis déjà quelques années en Italie, puis en Catalogne, puis dans le reste de l'Espagne. Il manquait encore le Portugal. Voilà, aujourd'hui, c'est fait. Alors, en fait, le titre que j'ai donné à cette conférence, c'est plus précisément la crise de l'Occident et les réponses de la décroissance. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous nous posons tous aujourd'hui la question de la crise et de ses issues. Les journaux et les médias ne parlent que de ça, ou presque, mais lorsque nous utilisons ce mot « crise », de quelle crise parlons-nous? Aujourd'hui, on parle de la crise des dettes souveraines, de la crise de l'euro, de la crise de l'Europe par conséquent. Mais pour les travailleurs, c'est aussi la crise de l'embauche. Mais nous connaissions déjà depuis le mai 68, français et européen et mondial, une crise qu'on peut appeler éthique et culturelle. Nous connaissions depuis le premier rapport au Club de Rome 1972 une crise écologique et nous n'en sommes toujours pas sortis, loin de là. Nous connaissions depuis les années Reagan, Thatcher et ce qu'il faut bien appeler la contre-révolution néolibérale, une crise sociale. C'était déjà le début de la précarité, sinon l'austérité. Et puis, depuis août 2007, nous connaissons une crise financière, d'abord américaine. Nos gouvernants, d'ailleurs, ont bien précisé qu'elle n'était que financière et qu'américaine. Seulement un an après, le 16 septembre 2008, une des plus grandes banques mondiales, la banque Lehman Brothers, a fait faillite. Et donc on n'a pas pu nous cacher qu'il s'agissait d'une, d'ailleurs nous l'avons vécu, nous l'avons constaté, d'une crise économique et d'une crise mondiale. En fait, depuis les années 70, le système connaît des crises à répétition, mais ça touchait d'abord les pays du Sud, et forcément en Europe on y est moins sensible. On a eu l'effondrement du peso en Argentine en 2001-2002. Il y avait eu auparavant les crises de la dette, on parle de crise de la dette, mais il y avait toute la crise de la dette des pays du Sud, des pays d'Amérique latine, des pays d'Afrique et d'Asie. Et puis aujourd'hui, eh bien, toutes ces crises se rejoignent, se télescopent pour constituer une crise que mon ami Edgar Morin appelle une crise anthropologique et que je préfère appeler plus simplement une crise de civilisation, la crise de la civilisation occidentale. Mais il y a quelques paradoxes à utiliser le mot crise parce que la crisis nous vient de la médecine hippocratique et dans la médecine hippocratique, la crisis désigne le moment où la maladie se déclare et où, par conséquent, le patient va vers la guérison ou vers la mort. C'est donc un moment crucial, un kairos, un tournant dans l'histoire de la maladie, mais un tournant bref, instantané dans le temps. Alors, parler d'une crise qui s'étale, que nous connaissons depuis une quarantaine d'années, les années 70, ça peut paraître contradictoire. Cela ressemble plus, d'une certaine façon, à un déclin, voire à ce que Jared Diamond a popularisé comme le collapse, l'effondrement, hein, qui rappelle ce que, dans notre mémoire, nous avons appris à l'école, comme par exemple la chute de l'Empire romain, qui s'est étalée sur quelques décennies, voire quelques centaines d'années. D'ailleurs, récemment, un de mes amis anciens ministres de l'Environnement, Yves Cochet, a organisé à l'Assemblée nationale à Paris une journée de débat, d'études, sur le thème « Où va le monde 2012-2022, une décennie avant la catastrophe ?» Et
D'ailleurs, nous en venons d'en sortir un petit livre. Et dans ma contribution, j'avais intitulé ma contribution au colloque, et je l'ai reprise dans ce petit livre, « La chute de l'Empire romain n'aura pas lieu, mais l'Europe de Charlemagne va éclater ». Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Et c'était bien avant la crise des dettes souveraines. Eh bien, je voulais dire tout simplement qu'il n'y aura pas, je pense, une apocalypse ponctuelle. Hein. Le dérèglement climatique, ça se déroule sur des dizaines d'années. La fin du pétrole, ça se déroule sur des décennies. Les guerres, les transformations, ça n'est pas très bref. Et on ne sait jamais quand est-ce que l'Empire romain a cessé d'exister. Peut-être existe-t-il encore. Notre droit est toujours le droit romain. L'écartement de nos chemins de fer est l'écartement des chars romains, hein, parce que les ornières des voies romaines nous ont imposé ce type d'écartement à travers les siècles. Et mais en revanche, la tentative de Charlemagne d'aller à contre-courant de l'histoire a duré 50 ans. Eh bien, je pense que l'Europe que nous avons connue aura un destin semblable. L'Europe est en train de se détruire, de s'auto-détruire d'une certaine façon, pour le meilleur ou pour le pire. Alors, si néanmoins l'usage du mot « crise » s'est imposé, ça n'est pas par hasard, c'est parce que nous vivons dans une société paradoxale, unique dans l'histoire, que j'appelle une société de croissance. Qu'est-ce que c'est qu'une société de croissance? C'est une société qui est dominée et qui, petit à petit, à travers les siècles, s'est laissée phagocyter, dévorer par une économie de croissance. Et une économie de croissance, c'est une économie qui n'a pour objet que la croissance pour la croissance. Toutes les sociétés humaines cherchaient à produire, éventuellement à croître, pour satisfaire les besoins constatés des populations. Mais la nôtre, non, elle cherche à croître pour croître, parce que c'est en croissant qu'on engendre, ce qui est la base du fonctionnement de notre système, les profits. Mais la croissance pour la croissance suppose par conséquent que l'on engendre une croissance illimitée des besoins. C'est à ça que sert la publicité et le marketing. Et cette croissance illimitée de la consommation et de la production engendre une croissance aussi illimitée des déchets, de la pollution. Et comme nous vivons sur une planète finie, eh bien, une croissance infinie est incompatible avec une planète finie, et c'est pourquoi nous sommes en train d'aller droit dans le mur. Mais cette société, par conséquent, ne fonctionne bien que lorsqu'elle croît, lorsqu'elle est en mouvement. C'est un peu comme le cycliste qui ne trouve son équilibre qu'en pédalant. Nous sommes condamnés à pédaler continuellement, et dès qu'on s'arrête de pédaler, eh bien, on tombe. Alors, nous nous sommes arrêtés de pédaler dans les années 70. On peut dire que la croissance est morte, la croissance qui a été le moteur de la société occidentale dans l'après-deuxième guerre mondiale, ce qu'en France nous appelons les 30 Glorieuses, 1945-1975, est morte au milieu des années 70, mais elle est morte comme ces étoiles dont nous recevons toujours la lumière parce qu'elles sont à des millions d'années de lumière de nous. Hein. Elles sont mortes, elles sont éteintes, mais nous ne le savons pas, nous recevons... Bon. Eh bien, la croissance s'est éteinte ainsi dans les années 70, c'est-à-dire que les coûts de la croissance ont augmenté tellement et les bénéfices ont diminué, et par conséquent, au résultat... Mais nous ne nous en sommes pas aperçus parce que nous nous sommes livrés à une sorte de fuite en avant dans une énorme bulle spéculative, grâce à la magie du secrétaire d'État, du responsable du Trésor américain, Alan Greenspan, et tout le monde a participé, a été complice de cette création de bulles gigantesques qui a alimenté une spéculation boursière et immobilière.